petit trigger warning. Cette histoire va évoquer des sujets qui peuvent être difficiles pour une partie de l'audience. Des sujets liés au suicide, à des meurtres et à des accusations d'agression sexuelle. Malgré tout, bon visionnage. Pour suivre l'histoire que je vais vous raconter, je vais vous demander de faire un petit effort. Il va falloir garder l'esprit un peu ouvert. Pas pour admettre des croyances ou des choses totalement folles, mais pour comprendre comment les choses ont pu aller aussi loin. Avez-vous déjà entendu parler d'une idée si intrusive qu'elle est capable de faire vriller toute une communauté de personnes, pourtant réputées comme n'étant pas les plus couillons du quartier? Une idée simple à comprendre, une expérience de pensée accessible à tous, mais qui, une fois connue, devient dangereuse. Ok, je m'explique. Nous sommes dans le futur. Bon, déjà, bienvenue. Inutile de vous asseoir, on ne va pas rester longtemps. Cette journée du futur est très spéciale, puisque ça y est, après des années de travaux, une super intelligence artificielle vient de voir le jour. Et là, je ne parle pas d'un chat GPT qui serait capable de répondre à vos mails à votre place, mais littéralement d'une intelligence artificielle. Un programme, si l'on peut encore parler de programme, qui est ce qui se rapproche le plus de la conscience, mais aux capacités intellectuelles qui dépassent la compréhension humaine. Alors, comme ça peut faire un peu peur, mais rassurez-vous, son objectif ultime, c'est d'améliorer le bien commun à tous les niveaux. Rien que depuis qu'on en parle, elle a développé des remèdes contre les maladies les plus mortelles sur Terre. Et là, elle vient juste de trouver un moyen pour faire pousser du maïs en plein désert. Oui, elle doit être sur la question de la famine. En fait, cette super IA est là pour sauver un maximum d'humains. Elle ne pense ni à bien ni à mal, elle est juste ultra rationnelle, froide et d'une intelligence vertigineuse. Mais du coup, elle est aussi capable de compter le nombre de morts qu'il y a eu durant chaque journée où elle n'existait pas encore. Alors, elle décide de torturer tous les humains qui savaient qu'elle allait un jour être créée, mais qui n'ont pas fait leur maximum pour accélérer sa création et donc éviter tous ces morts de famine ou de maladie. Et si ces humains en question sont déjà morts, elle a les capacités de recréer artificiellement leur conscience et de les plonger dans un littéral enfer numérique pour l'éternité. Son objectif est tout à fait rationnel, je vous le dis, elle ne pense ni à bien ni à mal. En réalité, si elle fait ça, c'est pour que dans le passé, à notre époque donc, chaque humain ayant conscience de sa future existence fasse tout ce qui est en leur capacité pour faire advenir cette IA le plus vite possible, quitte à leur promettre les pires souffrances s'ils faillaient à leur objectif. Et voilà comment est née l'idée, aujourd'hui plutôt connue, du basilic de Rocco. Pour résumer simplement, une super intelligence du futur pourrait punir ceux qui n'ont pas aidé à sa création, simplement parce qu'ils savaient qu'elle pourrait exister et n'ont rien fait. Si cette information est dangereuse, en anglais on parle de info hazard, c'est qu'à partir du moment où vous connaissez le basilic de Rocco, alors vous savez que cette super IA va voir le jour. Et si vous ne faites pas tout ce qui est en votre pouvoir pour aider à sa création, vous serez un jour torturé. Ne me remerciez pas. C'est en 2010 que cette idée a été exposée par l'utilisateur Rocco sur Less Wrong, un forum dédié à la rationalité et à la pensée critique. Les membres explorent des questions souvent très profondes sur la théorie de la décision, l'intelligence artificielle ou les sciences cognitives. Pour faire simple, leur objectif, c'est de devenir les plus rationnels possibles, d'avoir les capacités de prendre les meilleures décisions sans se laisser entraver par les biais cognitifs par exemple. C'est souvent très technique, voire mathématique, et surtout très approfondi. Et le basilic de Rocco a pas mal secoué cette communauté, au point que le créateur du forum a décidé, sur le coup, de bannir ce sujet. Bon, quelque temps après, le sujet a été de nouveau autorisé, parce que le concept de basilic a été démonté par d'autres utilisateurs. En gros, une IA n'aurait aucun intérêt à dépenser de l'énergie et des ressources pour punir des gens du passé, puisque ça ne changerait rien au présent. Bref, là où je voulais en venir, c'est que parmi les membres du forum, certains et certaines ont été très touchés par le concept du basilic de Rocco. C'est le cas de l'utilisatrice sous le pseudo de Ziz.
c'est en Alaska que Jack LaSota, dit Ziz, est né au début des années 90. Alors, beaucoup d'informations à son sujet viennent de ce qu'elle a pu poster en ligne sur divers forums, donc certaines choses sont difficiles à savoir avec exactitude. Mais d'après elle, dès son plus jeune âge, elle est très douée en informatique. Et comme beaucoup de jeunes doués en informatique, au début de l'adolescence, les autres la trouvent un peu bizarre, mais ça ne l'a jamais dérangée. Au contraire, elle s'en amuse même. Ziz étudie l'informatique, elle aurait d'après elle fait un stage à la NASA, elle développe aussi sa conscience éthique et milite pour le véganisme en défendant le droit des animaux. À vrai dire, l'étudiante est vraiment touchée par les questions morales. C'est un sujet qui lui tient réellement à cœur. Et c'est ce qui l'amène à découvrir le forum Less Wrong. En participant aux discussions de cette communauté rationaliste, Ziz se plonge dans des sujets éthiques profonds. Elle découvre le basilic de Rocco, et ce basilic, justement, l'introduit à deux sujets majeurs pour elle. Déjà, le risque existentiel, X-Risk en anglais, il s'agit de la menace que représenterait une super IA dont les intérêts ne seraient pas alignés avec ceux des humains. D'après ce concept, ce risque est le plus important de toute l'humanité, parce qu'il pourrait provoquer son extinction. Le second concept, en réponse au X-Risk, dans le basilic de Rocco, c'est l'altruisme efficace. C'est un mouvement qui se veut philanthropique et qui explore l'optimisation de l'impact des dons caritatifs. Pour faire simple, le concept est de gagner le plus d'argent possible pour maximiser les dons à faire à des causes qu'il juge les plus efficaces pour le bien de l'humanité. C'est comme ça que Ziz découvre le MIRI, l'Institut de recherche sur l'intelligence artificielle, une association fondée par le créateur du forum Less Wrong en 2000, dont l'objectif est de mener des recherches sur les risques que pourrait poser une IA très avancée et le développement d'une IA avec l'objectif de s'assurer qu'elle ne devienne pas dangereuse pour l'humanité. Rien que ça. Là, on ne parle pas d'une petite asso de quartier. Bien que l'institut de recherche soit assez critiqué dans le milieu, parce que souvent considéré comme trop alarmiste et spéculatif, ils ont quand même publié des travaux influents, et reçoivent des dons assez conséquents. À titre d'exemple, en 2021, le MIRI enregistrait un chiffre d'affaires de plus de 20 millions de dollars. Combien ? Pour Ziz LaSota, encore étudiante, les dons qu'elle peut faire sont très modestes, trop modestes. Mais ça lui permet de découvrir le but qu'elle veut atteindre. Elle est sincèrement effrayée par l'idée qu'une IA détruise l'humanité un jour, alors, pour lutter contre ça, elle veut gagner des fortunes pour pouvoir faire des dons conséquents. L'altruisme efficace. On est alors en 2016, et pour une étudiante douée en informatique, le meilleur moyen de gagner un max de thunes, c'est d'aller tenter sa chance au cœur même de la Startup Nation. Impatiente, LaSota n'attend pas d'avoir fini son master et déménage près de la Silicon Valley, dans la baie de San Francisco. Quand San Francisco s'embrûle, quand San Francisco... Assez vite, Ziz trouve un travail dans une entreprise de jeux vidéo. Ensuite, elle ira travailler dans une start-up de biologie. Mais elle se rend compte d'une chose, le marché de l'immobilier sur place est déprimant. Son objectif est de gagner de l'argent, dans le but de lutter contre une IA malveillante. Mais là, presque tous ses revenus partent dans la poche d'un propriétaire. En fait, le logement est un vrai problème, pas seulement pour elle, mais pour toute la communauté rationaliste avec qui elle partage sa vision. C'est le cas de Gwen Danielson, une mathématicienne qui a également étudié les sciences cognitives et avec qui Ziz s'est lié d'amitié plusieurs années auparavant sur le forum Less Wrong. Les deux rationalistes se retrouvent à San Francisco. Elles partagent beaucoup de points communs, notamment sur le respect des droits des animaux, mais aussi sur le constat de l'immobilier franciscanais. Alors, elles ont une idée. Elles vont acheter un bateau. Une épave peu chère, capable d'accueillir la communauté rationaliste et même peut-être de fonder toute une flotte. La Rationalist Fleet. Pour l'instant, tout va plutôt bien. Je veux dire, il n'y a rien d'alarmant. On parle d'un groupe de personnes très impliquées dans un sujet relativement niche qui peut paraître fantaisiste d'un point de vue extérieur. Rien de bien méchant jusque-là, mais vous allez voir que c'est justement maintenant que les choses vont sérieusement commencer à tourner au vinaigre. Tourner au vinaigre.
J'ai 80 ans. Vous savez ce qui est déprimant avec le fantasme de la Startup Nation comme oasis de billets verts où n'importe qui peut devenir riche avec suffisamment de travail et de bonnes idées? Eh ben, c'est que comme tous les fantasmes d'oasis de billets verts, ce ne sont que des fantasmes. Un storytelling soigné, enrobé dans la culture populaire, à travers quelques récits romancés et parfois brillamment mis en images. Si vous étiez les inventeurs de Facebook, vous auriez inventé Facebook. Cette désillusion, Ziz se la prend en pleine figure. Et quand c'est tout un projet, pas seulement de carrière, mais de vie entière qui est basé là-dessus, eh ben ça fait mal. Alors elle décide de se tourner de manière encore plus radicale vers la communauté rationaliste. Ce qui signe pour elle le début de la dégringolade. Il est important à ce stade de regarder d'un peu plus près le MIRI, l'institut de recherche en IA dont je vous parlais plus tôt. Le MIRI, qui est lié au forum Les Wong, ils ont le même créateur. En fait, en faisant mes recherches, je trouve que c'est très difficile d'en parler sans être trop obscur ou sans dérouler un ensemble de détails et de définitions interminables. En lisant des témoignages, je me rends compte que ça n'est pas facile d'accès du tout, qu'ils sont assez opaques et qu'ils ont un langage bien à eux. Et là, normalement, une partie d'entre vous commence à comprendre où je veux en venir. On peut entendre parler naturellement de debugging, mais pas dans un contexte informatique et sans avoir vraiment d'explication claire de ce que ça veut dire. Il semble que ce soit pour eux une sorte de démarche d'auto-analyse psychologique et d'amélioration personnelle, qui peut s'appliquer à soi-même ou via des débuggers qui améliorent les autres. Certains discours flirtent avec l'ésotérisme, sans indiquer d'aucune manière s'il s'agit d'une métaphore. Une ancienne chercheuse du MIRI qui a refusé un job chez Google pour travailler là-bas parle, je cite, d'implantation de sous-processus mentaux démoniaques. C'est flou, et ça ne semble pas clairement compréhensible, sauf pour un ou une initiée. L'ancienne chercheuse du MIRI évoque un sujet qui revient dans plusieurs témoignages, la manipulation mentale et le conditionnement. Quand on se plonge un peu plus en profondeur dans leur idéologie, c'est assez hallucinant. En fait, ils ont une véritable peur liée aux IA, une peur de fin du monde. C'en est au point d'imposer des règles radicales. Les chercheurs au sein de l'Institut ont interdiction de parler entre eux de leur sujet de recherche. Parce que le MIRI craint qu'une discussion sur le sujet entre rationalistes n'accélère l'apparition de l'IA générale. L'objectif qu'ils se donnent, c'est littéralement de sauver le monde. Dans ce groupe, il y a eu plusieurs hospitalisations en psychiatrie, des cas de suicide, et le billet de blog parle de symptômes en quittant le MIRI qui ressemblent en tout point à ceux de quelqu'un qui arrive à s'extirper, non sans difficulté, d'un mouvement sectaire. Car voilà ce qui pointe le bout de son nez. L'altruisme efficace poussant à donner le plus d'argent possible, l'annonce de l'apocalypse à base d'IA, un plan pour sauver le monde, un langage propre au groupe qui tente à éloigner les gens de leurs proches, une vie sociale encouragée au sein de la communauté et des accusations de manipulation mentale. D'après les quelques témoignages qui en ressortent, il y a tous les red flags de la dérive sectaire. Voilà vers qui Ziz Lassota va se tourner après sa désillusion sur le monde des startups. Et plus particulièrement vers le SFAR, le Centre pour la rationalité appliquée, très proche du MIRI et du forum Les Wong. Ce centre a pour objectif d'améliorer la prise de décision et la pensée rationnelle chez les individus, et notamment ceux qui pourraient avoir un impact important sur le monde, comme des scientifiques, des chercheurs en IA, etc. Pour ça, ils enseignent des techniques issues de la psychologie, de la théorie des décisions, et ils organisent des ateliers intensifs où les participants doivent, en théorie, apprendre à repérer et corriger leurs biais cognitifs. C'est entre autres dans ce cadre que l'on retrouve des accusations de manipulation mentale. C'est lors de l'un de ces ateliers que Ziz va commencer à vriller. En 2016, elle participe à un programme intensif sur 8 jours qui avait pour thème la stratégie de sécurité de l'IA. Dans son blog, Lassota parle d'une activité en particulier, les, je cite, cercles de damnation, les Doom Circles en anglais. Voilà comment elle les décrit.
il y avait des cercles de damnation, où chacun, y compris soi-même, prenait à tour de rôle le temps d'écouter les autres lui dire, avec franchise mais compassion, pourquoi il était voué à l'échec. En utilisant une forme de vision aveugle, quelqu'un avait décidé, et créé un précédent, de commencer ces sessions par une sorte d'incantation rituelle. Nous invoquons maintenant et nous nous inclinons devant les dieux de la damnation, en agitant les mains et en disant « Doom ». Lors de cet atelier, Ziz, qui est profondément inquiète au sujet de l'avènement d'IA maléfique, subit une prise de conscience brutale. Tous ses efforts et ceux qu'elle fournira à l'avenir ne servent absolument à rien. Elle écrit, quand est venu mon tour de parler de moi, « J'ai dit que ma damnation, c'était que je pouvais réussir dans ce que j'entreprenais, réussir exceptionnellement bien. Je parierais qu'en 10 ans, je pourrais avoir gagné assez pour donner 10 millions de dollars via des startups, et que malgré ça, ce serait encore trop peu, trop tard, comme si j'étais arrivé trop tard dans cette partie et que le monde brûlerait quand même. » Ziz se met à craindre que, malgré ses efforts, elle finirait toujours par avoir un, je cite, « impact net négatif » et qu'elle contribue, quoi qu'elle fasse, à la destruction du monde. Ok. À partir de là, accrochez-vous, ça va aller loin. La Sota se réveille le lendemain matin avec une idée. Quitter définitivement la communauté rationaliste et le domaine des IA, pour, je cite, « s'isoler causalement du risque d'une IA malfaisante ». En gros, elle se dit que si elle met tout ça de côté pour le reste de sa vie, alors elle minimiserait son impact négatif. Mais est-ce que ce serait suffisant ? Elle pense à une autre solution, encore plus efficace pour ne pas contribuer à l'avènement d'une IA malveillante. Mettre fin à ses jours. Mais elle explique avoir ressenti, je cite, « une obligation intemporelle de ne pas commettre de suicide ». La raison n'est pas justement un retour à la raison, mais un rationalisme très froid et mathématique. Elle pense que si elle passe à l'acte, alors ça perturberait la capacité des autres membres à prendre des décisions froides et rationnelles pour des raisons sentimentales. Alors, son suicide aurait l'effet inverse et contribuerait, malgré elle, à l'apparition de cette IA. Donc, mathématiquement, ça n'est pas une bonne solution, et il n'y a pas de bonne solution. À ce moment-là, Ziz décide de s'éloigner un peu de ses groupes, et de s'isoler sur son bateau. C'est ici qu'elle va, à la manière d'un gourou, développer des concepts qu'elle transmettra bientôt à une poignée de personnes, peu importe les conséquences. La philosophie que Ziz développe est longuement décrite sur son blog, et clairement son idée n'est pas de la simplifier ou de la rendre accessible. Alors, forcément, je vais résumer un peu, mais il y a 3 concepts clés qu'il est important d'essayer de comprendre, aussi huluberluesque puisse-t-il paraître. Tell me about yourself. Well, I did GCSEs and A-levels and... Too boring. Tell me about yourself. Ça, c'est la série The Office. Vous connaissez probablement la version américaine avec Steve Carell, mais l'original vient de Royaume-Uni et date de 2001. Ricky Gervais, l'un des auteurs de la série, y incarne David Brent, le Michael Scott anglais, un patron plus que maladroit, parfois dénué des codes de la société. You've charmed me. Yeah? You got the job. Une analyse de cette série et de ce personnage a donné un concept que Ziz étire et adapte très sérieusement à sa vision des choses. Le sociopathe à la Gervais. L'idée, c'est qu'une entreprise ou une organisation se compose de 3 types d'individus. Les sociopathes, celles et ceux qui savent diriger et manier le pouvoir dénués d'empathie. This is our receptionist, Pam. Pam! 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 Les naïfs ou les ignorants, qui sont loyaux, et les losers, les personnes désabusées. Vous commencez à le comprendre, pour Ziz, les sentiments humains et l'empathie viennent parasiter sa quête primordiale, lutter contre les IA malveillantes. Alors, pour mener cette quête, elle a un plan. Elle veut former ce qu'elle appelle un bon groupe. Elle veut trouver, je cite, des personnes intrinsèquement bonnes, de façon anormale, et les transformer en sociopathes à la Gervais, créant ainsi un groupe fondamentalement différent de tout ce qu'elle n'a jamais connu. Un groupe qui ne se laisserait pas corrompre ou contrôler par le monde extérieur, et qui prendrait les décisions nécessaires pour atteindre leur but, faisant fi des sentiments humains. Mais au-delà des sentiments, la Sota pense qu'il faut aussi se débarrasser de la morale humaine. Alors, elle s'identifie aux Sith. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas la ref, les Sith sont en gros des antagonistes dans Star Wars, ceux qui sont du côté obscur de la Force. Pour Ziz,
Les Sith font ce qu'ils veulent, ils font ce qui doit être fait et éliminent tous ceux qui s'y opposent. Peu importe les moyens, aussi radicaux soient-ils, tant que la fin est atteignable. Et sa fin à elle, c'est quand même de sauver le monde. En clair, sur le papier en tout cas, Ziz Lasota se déclare prête à tuer. Non pas par malveillance, mais par nécessité, pour défendre des valeurs qu'elle juge supérieures et pour lutter contre les forces destructrices du monde. Vous devez commencer à sentir que ça pue cette histoire. Sur son bateau, Ziz n'est pas seule. Elle est entre autres avec Gwen Danielson, la mathématicienne qu'elle a rejoint à San Francisco. Et cette dernière ne se contente pas d'adhérer aux idées de Ziz, elle les nourrit. Elle développe sa propre théorie psychologique qui s'intéresse aux hémisphères du cerveau. Pour elle, chaque personne est divisée en deux, via les deux hémisphères. Il y a un hémisphère fondamentalement bon et l'autre mauvais. Les deux peuvent avoir des personnalités, des valeurs ou des genres distincts. Dans de très rares cas, certains peuvent avoir deux hémisphères bons, ce qui serait d'ailleurs le cas de Ziz Lasota, et c'est ce qui lui permettrait d'être une sociopathe à la Gervais. Mais à la manière du basilic de Rocco, qui a beaucoup secoué toutes ces personnes, la connaissance de cette théorie peut être une information dangereuse. Prendre conscience de l'existence de ces deux hémisphères et du combat qui peut se jouer entre eux pourrait mener, selon cette théorie, à d'intenses conflits internes. Ziz appelle ça, et on l'expliquera un peu plus tard, le Passek's Doom, que l'on pourrait timidement traduire par le fléau de Passek. Cette théorie s'accompagne d'une pratique digne des gourous les plus prolifiques, le sommeil uni-hémisphérique. Alors, le terme ne sort pas de nulle part. Il s'agit d'un sommeil partiel pratiqué par certains animaux pendant lequel une partie de leur cerveau reste éveillée. Ça permet aux canards colverts, par exemple, de rester vigilants pendant leur sommeil et de détecter des menaces. Voilà donc une pratique qui ne concerne qu'une poignée d'espèces dans la nature, parmi lesquelles les humains ne font clairement pas partie. Pourtant, Ziz Lasota raconte pratiquer ce sommeil uni-hémisphérique. Elle le prétend dans son blog, mais n'explique à aucun moment de quelle manière il est pratiqué. Il semblerait qu'il s'agisse simplement, en réalité, de s'empêcher de dormir. Elle explique que l'humain est vulnérable, qu'il passe un tiers de sa vie en situation d'incapacité à cause du sommeil, et que cette situation est trop dangereuse étant donné l'importance des objectifs qu'elle se donne, à elle et à celles et ceux que l'on va commencer à appeler des Ziziens. Ces quelques personnes qui suivent et appliquent les idées de Ziz Lasota. Parmi ces Ziziens se trouve Maya Passek. Cette programmeuse a un parcours similaire à celui de Ziz. Elle suit les mêmes cercles, elle a fait un atelier organisé par le SFAR, et bien qu'elle vivait alors en Pologne, elle s'est beaucoup rapprochée de Ziz à travers son blog. Les deux rationalistes autoproclamés échangent beaucoup. Passek adhère aux théories de Ziz. Elle va explorer ses hémisphères, et pendant 3 mois, elle tente d'expérimenter le sommeil uni-hémisphérique. 3 mois à essayer de s'empêcher de dormir. Mais au fur et à mesure, Maya Passek évoque des idées de plus en plus sombres. Elle parle de dépression, de pensées suicidaires, mais de manière très froide. Elle explique que le suicide, c'est un choix évident pour, je cite, les porteurs de fonctions d'utilité égoïstes qui anticipent une utilité négative. Alors, j'ai dû lire cette phrase plusieurs fois pour bien la comprendre, et c'est souvent le cas avec l'ensemble des contenus liés à ce groupe. Mais en gros, ça rejoint les idées extrêmes de Lasota. Ce qu'elle semble expliquer, c'est que pour elle, si quelqu'un se rend compte que, par essence, sa personnalité, ou en l'occurrence ses hémisphères, peuvent desservir d'une manière ou d'une autre un but recherché, ici c'est le même que Lasota, sauver le monde, alors le suicide est la manière la plus utile de ne pas desservir cet objectif. Les mots de Passek sont froids, sa vision des choses est semblable à un raisonnement quasi informatique, sans émotion. Et sans vraiment de surprise, quelques semaines plus tard, le 22 mars 2018, Maya Passek a mis fin à ses jours. Il s'agit du premier décès d'une relativement longue liste liée à Ziz Lasota. C'est aussi l'élément déclencheur qui crée une scission entre les Ziziens et la communauté rationaliste, notamment du forum Lesfong. Ces derniers accusent Ziz d'être responsable de ce suicide. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que son fameux sommeil uni-hémisphérique ressemble à s'y méprendre à un outil de manipulation qu'un gourou pourrait utiliser pour plonger ses adeptes dans un état psychologique vulnérable. On retrouve
très régulièrement dans les dérives sectaires des façons diverses et variées de priver les adeptes de sommeil. Souvent, il s'agit d'atteindre un but complètement illusoire. Mais la victime se retrouve alors extrêmement affaiblie et beaucoup plus manipulable. Mais pour la Sota, cette pratique n'a pas poussé Pasek au suicide, non. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pris conscience des 2 hémisphères de son cerveau. Pour Ziz, le décès de Maya Pasek prouve la véracité de sa théorie psychologique sur les 2 hémisphères. Pire encore, ça prouve que cette théorie et la prise de conscience qu'elle provoque est à la manière du basilic de Rocco, une information dangereuse. Une info hasard qu'elle appelle donc Pasek's Doom, le fléau de Pasek. Entre les Ziziens et le Miri, le divorce est consommé. Ça fait déjà un bout de temps que Ziz la Sota n'est plus vraiment en accord avec ce groupe. Elle accuse le Sphare de transphobie, étant elle-même et certaines de ses comparses concernées par le sujet. Accusation réfutée par l'accusé qui explique que les rationalistes sont l'un des groupes les plus inclusifs. Elle accuse également le MIRI, l'Institut de recherche, de détournement de fonds venant des dons pour étouffer des accusations d'agression sexuelle, entre autres sur mineurs. Du côté du MIRI, ces accusations sont également réfutées, après, selon eux, une vérification en interne. À l'heure actuelle, la justice ne s'est pas encore mêlée de cette histoire, difficile donc d'apporter plus de précision. Le fait est que ces accusations vont motiver Ziz et les Ziziens à protester contre le MIRI. Et c'est l'une de ces protestations qui va, pour la première fois, les confronter à la justice. Nous sommes en novembre 2019, en Californie. Ziz la Sota est accompagnée de son amie, Gwen Danielson, et de 2 autres personnes qui ont rejoint le cercle de Ziz. Emma Boranian, une ancienne ingénieure de chez Google, et Alex Litam, qui a étudié les mathématiques. Le groupe se rend à Westminster Woods, une forêt avec des camps de vacances et des centres de retraite. Là-bas se déroule à ce moment-là un atelier du Sphare. Les Ziziens bloquent l'entrée et la sortie du camp avec leur voiture et manifestent vêtus de robes noires et de masques de Guy Fawkes façon V pour Vendetta. À chaque passant, ils distribuent des tracts détaillant les accusations de détournement et d'agression sexuelle portées par Ziz. Les autorités sont contactées, on ne saura jamais par qui, et l'appel signale ce groupe suspect comme étant potentiellement armé. Et pour ne pas arranger la situation, au même moment, un groupe d'enfants est aussi présent sur un parcours d'acrobranche juste à côté. Tel qu'annoncé, la situation pourrait être grave, alors le signalement est pris très au sérieux. Le shérif local fait appel au SWAT pour évacuer les enfants présents sur place dans des véhicules blindés. Et avec son équipe, ils vont s'occuper du groupe de manifestants. Alors, autant dire que pour une manif de 4 zozos en costume de Guy Fawkes, ça fait un sacré dispositif. Sur place, le shérif n'est pas bien reçu par Ziz et son groupe. Persuadé qu'il manifeste légitimement et sans danger, il refuse de répondre aux ordres de l'agent qui veut voir leurs mains et qu'il s'allonge au sol. Mais pour le shérif, qui n'est au courant que du signalement, il a face à lui un groupe masqué, potentiellement armé et dangereux. Alors, l'ambiance se tend. D'autres agents arrivent et l'intervention devient musclée. À ce moment-là, Ziz et son groupe cessent de lutter et font ce qu'on leur dit, même s'ils continuent à se débattre. Au même moment, le SWAT dépêche une brigade de déminage pour inspecter chaque véhicule et les bâtiments aux alentours. Évidemment, au bout de 4 heures, ils ne trouvent rien. Agités, les interpellés ne se laissent pas faire sans broncher. Ils hurlent aux policiers que ce sont des esclavagistes et des nazis et qu'ils connaissent leur visage. Finalement, les 4 Ziziens sont accusés de mise en danger d'enfants avec circonstances aggravantes, de séquestration avec circonstances aggravantes, de complot avec circonstances aggravantes, de résistance à l'arrestation, de port d'un masque lors de la commission d'un crime et d'intrusion illégale. Après quelques jours de prison, ils sont libérés sous caution en attendant de faire face à la justice, mais les choses ne vont pas vraiment se passer comme prévu. Après de tels événements, nous pourrions nous attendre à ce que le groupe se calme un peu et fasse profil bas. En réalité, c'est tout l'inverse qui va se passer. Ça commence par une série de plaintes de Ziz et de ses camarades contre la prison et les forces de l'ordre, les accusant de harcèlement et de torture lors de leur court passage derrière les barreaux. Ils vont également se retourner contre leurs propres avocats. À titre d'exemple, cité dans un article de Wired sur le sujet, Litan dépose une motion déclarant que son avocate est, je cite, malfaisante et qu'elle a une intention homicide. Elle veut tout détruire et cible prioritairement ce qui est bon.
En clair, cette histoire de manifestation devient un véritable bordel devant la justice. Lorsque des plaintes sont rejetées, d'autres sont déposées et l'histoire traîne en longueur. De leur côté, la communauté rationaliste, vous savez, le MIRI, le Forum Less Wrong et compagnie, met en garde les gens contre Ziz. Ils qualifient son mouvement de secte. Ce sont eux, d'ailleurs, qui utilisent le terme zizien pour la première fois. Et ils considèrent Lasota et ses amis comme dangereux. En cause, un nouveau suicide, en 2021, d'un membre du groupe de Ziz, Winterford, introduit à Lasota par son ami Gwen Danielson, n'était pas très bien dans sa peau. Après que Ziz ait publiquement parlé de vouloir le réparer, cette personne met fin à ses jours. Pour la communauté rationaliste, il s'agit de la seconde victime de Ziz après le suicide de Pasek quelques années auparavant. Pourtant, ça n'empêche pas le groupe de s'étendre. Alors, pour ne pas compliquer davantage cette histoire, qui n'est déjà pas très simple, j'introduirai les nouveaux protagonistes au fur et à mesure. Mais le cercle s'agrandit d'une poignée de profils souvent similaires, travaillant dans la tech, parfois dans des domaines de pointe, et très sensibles aux idées rationalistes et plus particulièrement à celles de Lasota. Mais c'est à l'été 2022 que l'organisation des Ziziens va être bouleversée. La justice est toujours sur leur côte, après cette rocambolesque histoire de manifestation. Gwen Danielson, celle qui est avec Ziz depuis le début, est convoquée devant le tribunal. Mais ce jour-là, elle ne se présente pas à son audience. Pour le juge, cette histoire sent mauvais. Il serait un peu trop facile de fuir ses responsabilités, alors un mandat d'arrêt a été mis contre elle. Il faudra attendre le 19 août, lors d'une nouvelle audience, pour que son avocate annonce à la cour la nouvelle. Gwen Danielson a mis fin à ses jours. S'est-il passé quelque chose cet été-là ? Danielson craignait-elle la justice ? S'agit-il d'une nouvelle victime de Lasota ? Nous n'aurons pas plus d'explications pour l'instant. Au même moment, Ziz Lasota navigue dans la baie de San Francisco à bord de son voilier. Impossible de savoir si elle est au courant ou non de la nouvelle. À bord, elle est accompagnée de sa sœur et d'un membre de son groupe, Emma Boranian, l'ingénieur de chez Google qui avait participé à la manifestation de Westminster Woods en 2019. Le temps est bon, le ciel est noir parce qu'il est 23h, et alors que Ziz se penche pour regarder les vagues dans le sillon du moteur, elle tombe à l'eau. Sauf que ni sa sœur, ni Emma Boranian ne savent piloter un bateau. Alors, elles appellent les gardes-côtes, et il faut faire vite, parce qu'à bord, personne ne portait de gilet de sauvetage, et elles sont incapables d'expliquer précisément où elles sont et à quel endroit Ziz est tombée par-dessus bord. Elles-mêmes sont à la dérive et doivent être secourues. Les gardes-côtes mettent tout en œuvre pour retrouver au plus vite Ziz Lasota. Sont déployés des bateaux, des hélicos et même des drones. La zone est couverte de fond en comble. Lorsque le soleil se lève, l'opération continue avec l'espoir de la retrouver saine et sauve. Après 18 heures de fouilles, le 20 août 2022, les gardes-côtes annoncent suspendre les recherches. Ils expliquent à la famille qu'il est impossible de survivre aussi longtemps dans ces eaux et que Ziz Lasota est décédé. Quelques jours plus tard, sa famille publie une nécrologie dépeignant Lasota comme aimant l'aventure, les amis, la famille, la musique, les myrtilles, le vélo, les jeux vidéo, les animaux, et concluant par « Tu nous manques ». Ziz Lasota laisse derrière elle un mouvement avec des membres qu'elle a su convaincre. Elle a réussi à leur transmettre la peur d'un apocalypse artificiel et des valeurs pour sauver le monde, quoi qu'il en coûte. Elle leur a donné un sens des priorités et un sens moral de plus en plus éloigné, disons, de la morale traditionnelle. Elle a déjà évoqué la possibilité de commettre des meurtres et des témoignages expliquent qu'elle en a incité au sein de son mouvement. Et justement, son mouvement ne meurt pas avec elle. Et cette fois, les suicides suspects vont laisser place à des meurtres qui ne font aucun doute. Revenons un peu en arrière. En 2017, Lasota et Danielson ont acheté pour une bouchée de pain le Caleb, un ancien bateau de la Seconde Guerre mondiale, un remorqueur. L'idée, c'était d'en faire des appartements pour leur communauté de rationalistes. Au port, le groupe entretient une relation amicale avec leur voisin, Curtis Lind, qui lui aussi a un gros bateau. Avec le temps,
Certains Ziziens ont commencé à en avoir marre de vivre sur un remorqueur. Alors, début 2020, lorsque Curtis Lind annonce prendre sa retraite pour aller vivre à Valero, non loin du port, dans un parc de caravanes qui lui appartient, une partie du groupe propose de venir avec lui. Pour 2000 $ par mois, le propriétaire du terrain leur loue 2 caravanes et assez d'espace pour garer 6 camionnettes. Un deal que Gwen Danielson approuve. Sur place, Lind voit ses locataires aller et venir. Ceux qui restent presque tout le temps, ce sont Alex Lytham et Emma Boranian, les 2 membres du groupe qui avaient participé à la manifestation de 2019. Pour Lind, bien qu'ils aient l'air un peu illuminés, il les voit parfois se trimballer à poil dans la cour, ils n'en sont pas moins sympathiques. Le seul petit bémol, c'est que personne ne paye le loyer. Au bout de quelques mois, courant 2020, le propriétaire des lieux veut les mettre dehors. Mais le groupe invoque une loi promulguée pendant le Covid pour empêcher les expulsions. Entre les Ziziens et Curtis Lind, l'ambiance se tend. Ce dernier entame une procédure judiciaire pour les expulser, mais c'est long. Et pendant ce temps-là, le groupe continue à vivre sur place. Nous sommes maintenant en novembre 2022, 2 mois après le suicide de Gwen Danielson et le décès de Ziz Lasota. Lind a obtenu gain de cause et dans quelques jours, le 15 novembre, le shérif du coin va procéder à l'expulsion des Ziziens toujours sur place. Le 13 novembre, 2 jours avant l'échéance, 4 membres du groupe sont présents dans les caravanes de Lind. Alex Lytham et Emma Boranian, dont vous commencez à connaître les noms, mais aussi Suri Dao et Julia Dawson. Suri Dao demande à Curtis Lind de venir dans la caravane à cause d'une fuite d'eau. En arrivant sur place, les membres du groupe l'attendent avec des couteaux et un sabre japonais. Le propriétaire se fait alors poignarder plus d'une douzaine de fois dans le corps et dans l'œil. Alex Lytham le transperce avec son sabre, mais Lind ne se laisse pas faire et sort une arme à feu. Il abat Emma Boranian et blesse Alex Lytham avant de s'enfuir, le sabre planté dans le torse. Le propriétaire des lieux survit à ses blessures. Lorsque la police arrive sur place, elle découvre le carnage. Lind est envoyé à l'hôpital, ainsi qu'Alex Lytham, blessé par balle. Suri Dao est arrêté, et Julia Dawson, après un bref interrogatoire, est envoyée à l'hôpital également. Comme d'habitude, dans ce genre d'affaires, les policiers font des vérifications d'identité, et notamment à l'aide des empreintes. Les identités d'Alex Lytham et de Suri Dao, ainsi que la dépouille d'Emma Boranian, sont confirmées. En revanche, il y a quelque chose qui cloche avec Julia Dawson. Elle ne ressort nulle part, et quand les policiers recherchent ses empreintes, ils tombent sur un autre nom. Jack Lasota, aussi connu sous le nom de Ziz. Ziz Lasota a simulé sa mort en août 2022 pour éviter les problèmes avec la justice. Mais au moment où la police se rend compte de la supercherie, c'est déjà trop tard, Lasota s'est échappé de l'hôpital. Pour la retrouver, il va falloir suivre les cadavres. Nous sommes le 31 décembre 2022, près de Philadelphie, sur la côte est américaine. Rita et Richard Zashko forment un couple sans histoire. Lui travaille sur un chantier naval et elle est en retraite. Ils ont la soixantaine bien avancée et le plus clair de leur temps, ils le passent avec leurs quelques amis ou à s'occuper des parents malades de Rita. Ils ont une fille unique, Michelle Zashko, qui a 31 ans aujourd'hui. Mais ce nouvel an, ils vont le passer juste tous les deux, en couple. On peut facilement s'imaginer qu'à leur âge, entre le travail pour l'un et s'occuper de parents malades pour l'autre, la soirée va être plutôt tranquille. Pourtant, à 23h20, le couple reçoit une visite. Sur le coup, rien d'alarmant. Il semble s'agir de proches qui laissent entrer dans la maison. Quelques minutes plus tard, l'enregistrement audio d'une caméra dans le voisinage révèle une voix aiguë criant « Maman !» puis « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Le 2 janvier, Rita et Richard Zashko sont retrouvés assassinés d'une balle dans la tête dans la chambre d'enfance de Michelle Zashko. Et voici pour la police la principale suspecte, Michelle Zashko. Michelle Zashko partait plutôt bien dans la vie. Elle est décrite comme une étudiante brillante. Elle obtient un master en bioinformatique et fait des stages à la NASA et dans un hôpital pour enfants près de chez ses parents. En parallèle, elle s'intéresse à l'altruisme efficace. Vous savez, le mouvement philanthropique qui s'intéresse à l'optimisation de l'impact des dons. En 2013, dans un journal universitaire, elle écrit «
Je veux consacrer ma carrière à sauver des vies, mais c'est une manière de le faire dès maintenant. C'est comme ça qu'elle se rapproche des cercles rationalistes, et notamment de Ziz, même si sa relation avec elle est plutôt ambivalente. En 2019, Zashko déménage en Californie. Elle entretient une relation amoureuse avec une personne qui n'est pas très appréciée dans le cercle de Ziz. Une personne que tous soupçonnent d'être manipulatrice et violente. Alors Lasota explique à Zashko que le seul moyen de regagner sa confiance est de tuer cette personne. Zashko explique dans un post que Ziz lui aurait expliqué comment fabriquer un silencieux pour une arme et comment dissoudre un corps. Selon elle, si elle ne s'exécutait pas, Ziz aurait pu la tuer. Bien sûr, Zashko n'est pas passée à l'acte. Elle explique de jamais trop savoir avec Ziz ce qui est de l'ordre de la rhétorique ou du réel, mais c'est en sa compagnie que Michel devient de plus en plus extrême et prompte à la violence. Elle écrit également en vouloir à ses parents qui auraient menacé de la placer en foyer d'accueil. Le soir du 31 décembre 2022, son téléphone est éteint. Impossible de savoir où elle était. Mais pour la police, entre les cris captés par une caméra voisine, certains de ses posts sur les réseaux sociaux et le fait qu'elle possède elle-même un 9 mm, Michel Zashko est suspecte. D'autant plus qu'elle fait partie des Ziziens, et que, aux États-Unis, ce groupe commence à être connu comme une sorte de secte liée à des histoires violentes et sordides. Le 12 janvier 2023, après l'enterrement du couple Zashko, la police se rend à l'hôtel où séjourne Michel. Ils ont un mandat pour l'interroger et prélever son ADN. Mais c'est une surprise inespérée qui attend les policiers. Dans cet hôtel, Michel n'y séjourne pas seul. La police tombe sur une autre personne sous le coup d'un mandat d'arrêt. Ziz Lasota. Elle est immédiatement interpellée et mise derrière les barreaux en attendant son procès. Ziz Lasota a déjà simulé sa mort pour ne pas faire face à la justice et s'était, plus tard, échappé d'un hôpital juste avant d'être reconnu par la police. Alors le juge porte sa caution à 500 000 $. Après 6 mois derrière les barreaux, son avocat réussit à faire redescendre cette caution à 10 000 $. Ziz fait une reconnaissance de dette et sa mère vient la chercher pour la ramener chez eux, garantissant à la justice qu'elle serait présente lors de son procès. Mais vous le sentez venir, en décembre 2023, lorsqu'il est temps de passer devant la justice, c'est seul que l'avocat de Ziz se présente devant le juge. De nouveau, Ziz Lasota est en cavale. Mais à ce moment-là, il y a quand même 2 Ziziens en détention, Alex Litam et Suri Daou, qui sont accusés de la tentative de meurtre de Curtis Lind, le propriétaire du terrain à Valero. Le procès va pouvoir avoir lieu, et le témoignage de la victime est essentiel pour confondre les 2 accusés. Nous sommes le 17 janvier 2025, Curtis Lind se rend sur son terrain à Valero. Mais en pleine rue, un homme l'attend. Lorsque Lind passe devant lui, l'homme attrape le propriétaire par le cou, le poignarde à la poitrine et lui tranche la gorge avant de s'enfuir. L'homme au couteau s'appelle Maximilien Snyder. Il vient tout juste d'être diplômé en informatique et en philosophie. Il fréquente le milieu de l'altruisme efficace et semble plutôt doué. 2 ans auparavant, il remporte 11 000 € dans un concours de recherche assez pointu sur l'alignement des intelligences artificielles. Alors, comment ce jeune homme, promis un avenir brillant, se retrouve à assassiner sauvagement un témoin clé, également victime, dans une histoire de tentative d'assassinat? Comme chaque élément de cette histoire, ça n'est pas simple, alors accrochez-vous, ça va aller plutôt vite. Maximilien Snyder a déposé une demande de licence de mariage avec une certaine Teresa Youngblood, une étudiante en informatique qui était dans la même école que lui. Jusque-là, tout va bien. 3 jours après l'assassinat de Curtis Lind, Youngblood est dans un véhicule avec Felix Bocholt, un trader de New York, lui aussi connu dans le cercle rationaliste. Ces derniers jours, Youngblood et Bocholt ont eu des comportements qui ont attiré l'attention de la police. Ils ont été aperçus dans un hôtel en tenue tactique noire et avec une arme. Ils se sont ensuite rendus dans un magasin pour acheter du papier alu et emballer des téléphones dedans. Rien, a priori, de répréhensible, c'est les États-Unis, mais de quoi déclencher un contrôle, juste pour être sûr. Leur voiture est donc arrêtée, mais le contrôle de routine ne se passe pas comme prévu. Youngblood et Bocholt sortent des armes et tirent sur des agents. Une fusillade démarre, Bocholt est abattu, ainsi qu'un agent de la patrouille frontalière, David Maland. Youngblood est arrêté, le véhicule est fouillé, et dedans, les policiers retrouvent du matériel tactique,
des lunettes de vision nocturne, des armes et des munitions. Pourquoi faire ? Au risque de vous décevoir, on n'en sait absolument rien. Ce qui relie toutes ces affaires, en revanche, c'est ce que vont découvrir les enquêteurs. Les armes de cette fusillade ont été achetées et fournies par une autre personne, Michelle Zashko, la zizienne soupçonnée du meurtre de ses propres parents. Fin janvier 2025, on se retrouve donc avec 9 décès liés de près ou de loin à Ziz Lasota et son mouvement. Des décès par suicide, par meurtre et lors de fusillades. Rita et Richard Zashko, assassinés chez eux, Curtis Lind, assassiné dans la rue, David Maland, le policier victime de la fusillade, Félix Bocholt, abattu lors de cette fusillade, Emma Boranian, tuée lors de la tentative d'assassinat de Curtis Lind, les suicides de Maya Pasek, de Jay Winterford et de Gwen Danielson. Enfin, pas tout à fait. C'est à la même période qu'un article révèle que Gwen Danielson, l'amie de Ziz Lasota avec qui tout a commencé, ne s'est pas suicidée. En réalité, les tensions s'intensifiaient entre Danielson et Lasota. En 2022, des disputes ont éclaté et face à la montée des violences dans le groupe, Gwen Danielson a commencé à craindre pour sa vie. Selon le père de Gwen, elle craignait que Ziz puisse la tuer. Alors elle a simulé son suicide et depuis toutes ces années, elle est restée sous les radars, n'ayant de contact qu'avec son père, en attendant que les Ziziens soient hors d'état de nuire. Et justement, après la mort du policier, l'histoire des Ziziens ne se contente plus de la presse locale. Elle est maintenant traitée par les médias nationaux. Les photos des protagonistes sont diffusées et 1 mois après la fusillade, un habitant du Maryland reconnaît Ziz. Il prévient la police qui l'interpelle, elle et Michelle Zashko. Dans leur camionnette, des armes, autour d'elle des ceintures de munitions. Cette fois, plus question de libération sous caution, l'ensemble des Ziziens, liés d'une manière ou d'une autre à des cadavres, sont écroués en attendant leur procès. Voici l'histoire d'une sorte de Charles Manson de la rationalité. Une histoire sombre dans laquelle la défense du droit des animaux, la lutte contre la transphobie ou le rationalisme sont dévoyés au nom d'une prétendue lutte contre un apocalypse généré par IA. Une histoire d'une complexité folle due à la diversité des points de vue, provoquant nombre d'incohérences dues aussi à leur idéologie parfois vraiment difficile à appréhender. Lorsque j'ai publié ma série sur les dérives sectaires, nombre de commentaires laissaient entendre que seuls des nigauds mal éduqués pouvaient tomber là-dedans. Si j'ai décidé de vous raconter cette histoire, c'est pour vous montrer que n'importe qui pouvait se faire avoir. Ici, les protagonistes sont éduqués, ont fait de bonnes études et ont des jobs intellectuels. Alors évidemment, il y a des terrains plus propices. Comme dans la plupart des cas, on est sur des personnes prises dans un moment de faiblesse. Ziz et ses comparses se sentaient mal dans leur peau, troublés par des questions existentielles que certains, dont elles-mêmes, ont nourri jusqu'à tomber dans des dérives. Difficile de savoir qui est vraiment en cause. Quelques personnes du Miri, le Miri en lui-même, juste Ziz, ou un ensemble de facteurs, comme souvent complexes, qui ont mené à ces drames évitables. Alors, rassurez-vous, la ligne édito de la chaîne ne va pas se transformer en true crime, même si ça marcherait sûrement mieux, mais j'ai trouvé cette histoire intéressante à raconter. Au-delà des dérives qui semblent sectaires, il est fascinant de voir ce qui se joue pour une poignée de personnes avec les évolutions récentes et extrêmement rapides dans le monde des IA. Malheureusement, cette histoire a aussi largement nourri des discours conservateurs, utilisant l'exemple de cette minorité tombée dans des dérives graves pour altérer l'image du véganisme ou de la transidentité. Finalement, le basique de Rocco, cette idée un peu folle, aura fini par avoir raison de Ziz Lasota et de toutes celles et ceux qu'elle a réussi à convaincre. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. C'était un gros morceau, très probablement démonétisé, étant donné les sujets traités tout du long. Alors, si vous le souhaitez et si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don sur Ulule, le nouveau KissKissBankBank. Vous êtes la seule source de revenus de cette chaîne. Alors, à toutes celles et ceux qui le peuvent, merci beaucoup et à très vite pour une prochaine vidéo.